Mais d'abord, Emmanuel Macron face aux journalistes, les grands axes de son programme détaillés par Marion Delpech. Après avoir défendu son bilan devant plus de 300 journalistes, Emmanuel Macron dévoile son programme. En pleine guerre en Ukraine, il souhaite porter le budget de la défense à 50 milliards d'euros d'ici 2025, doubler le nombre de réservistes et généraliser le service civique universel. C'est un des éléments de la refondation du pacte si essentiel entre nos armées et la nation. Pêle-mêle, le candidat propose une réforme des lycées professionnels, des états généraux pour l'information et une loi sur l'installation agricole. Sur le travail, Emmanuel Macron vise le plein emploi dans 5 ans et souhaite en finir avec Pôle emploi pour créer France Travail. La volonté avec France Travail, c'est d'avoir, j'aime pas tellement ce terme, c'est celui souvent qu'on emploie de guichet unique, mais un lieu où on accompagne toutes celles et ceux qui ont vocation à revenir à l'emploi de manière beaucoup plus simple et où on met toutes les compétences autour de la table, où on les accompagne, bilan de compétences, formation, des formations en termes de savoir-être ou de savoir-faire, ou des formations plus lourdes, et accompagnement vers le retour du travail, avec de l'adaptation, ou vers le travail totalement libre, si je puis dire, et dans des conditions normales. Cette réforme de France Travail est un élément clé pour gagner en efficacité et permettre d'aller vers le plein emploi. Il confirme le décalage progressif de l'âge de départ à la retraite à 65 ans et propose une réforme du RSA. Sur l'école et la santé, le candidat concède un bilan mitigé. Pour moi, ce sont deux immenses sources d'inégalité aujourd'hui. On a beaucoup fait sur ces sujets. On a investi en matière de santé comme jamais la nation n'avait investi depuis la création de l'hôpital public. Nous avons beaucoup investi sur l'école, mené des réformes très profondes. Et pourtant, les choses ne vont pas assez vite. En réponse, le candidat propose pour l'école une large concertation et un pacte nouveau pour les enseignants. Dans le domaine de la santé, Emmanuel Macron souhaite accentuer la prévention et s'attaquer aux problèmes des déserts médicaux. D'abord, aider les médecins de ville, comme les dentistes, pour qu'ils puissent prendre davantage de patients. Ce qui veut dire généraliser ce qu'on a commencé à faire, les assistants médicaux pour tous, les infirmiers salariés et subventionnés dans les zones moins dotées, ce qui permet de libérer du temps de médecins et de confier à des paramédicaux ces tâches absolument essentielles. Enfin, le candidat a fait plusieurs propositions pour améliorer les finances de chacun. Modification des droits de succession, suppression de la redevance, baisse des charges pour les travailleurs indépendants, pension minimale pour les retraités à 1 100 € et aide supplémentaire pour les mères célibataires. Et on débat autour de cette conférence de presse du président candidat avec Françoise Degois. Bonsoir, bienvenue. Thomas. Vous êtes éditorialiste, essayiste et vous publiez L'homme qui n'avait pas d'amis chez Plomb et ça concerne directement Emmanuel Macron. Voilà. Alexia Germont, bonsoir. Bonsoir Thomas. Présidente du Cercle de réflexion La France audacieuse. Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CEVIPOF, bonsoir. Bonsoir Thomas. Bienvenue avec nous en duplex, en visio, Jean-Daniel Lévy, directeur délégué chez Harris Interactive. Bonsoir Jean-Daniel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et Laetitia Krupta, éditorialiste politique, bonsoir. À mes côtés, évidemment, comme chaque mardi et chaque jeudi. Peut-être, je vous ai proposé à chacun de choisir un extrait. Enfin, je vous ai dit, donnez-nous 2 extraits, on va nous en choisir un. Voilà, c'est la cuisine de Sens Public. Donc on y viendra dans un instant. Et peut-être un regard un peu global sur la prestation du président de la République et du candidat, puisque là c'était vraiment le candidat qui s'exprimait. Sur le fond et la forme, François Degois, qu'est-ce que vous faites ressortir? Qu'est-ce qui vous a marqué prioritairement? Je ne vois aucune différence entre l'Emmanuel Macron depuis 5 ans et le Emmanuel Macron d'aujourd'hui. On a bien compris que voilà, il est dans une logique. Vous savez, c'est comme dans le Tour de France, vous voyez le maillot jaune qui veut contrôler la course en se disant je fais gaffe à toutes les échappées possibles. Mais moi, je prends pas de risque. Moi, je considère, en tant qu'éditorialiste politique, que le pire des risques, c'est de ne pas prendre de risques. Mais lui, a priori, n'est pas du tout là-dedans. Il a fait une conférence de presse classique qui ressemble au grand débat, un peu ennuyeuse, très technique, qui rentre dans les moindres détails. Il n'y a pas vraiment de vision globale. C'est assez flou, rien n'est chiffré. Il donne beaucoup à droite, avec notamment la reprise de cette mesure qui est de Laurent Wauquiez, hein, le RSA. On y reviendra tout à l'heure, voilà. C'est votre extrait. Mais je veux dire, globalement, c'est un Macron extrêmement sûr de lui. En sous-titre, il y a marqué... Moi, ce que je vois, c'est ma réélection, c'est une formalité, puisque de toute façon, je suis déjà projeté, moi-même, je me projette après. Donc, rien de... Mais je dis, moi, ce que je dis, c'est attention aux campagnes un peu paresseuses. J'ai trouvé cette conférence de presse classique, un grand débat, un peu paresseuse. Un peu paresseuse. Alexia Germont, votre avis général, est-ce que le président s'est effacé derrière le candidat ?
Moi, j'ai retrouvé plutôt, une tonalité de candidat, un peu comme le candidat de 2017, mais plus tempéré, plus mesuré, peut-être moins Startup Nation que ce qu'on avait en 2017. On voit quand même que les années du pouvoir laissent des traces, bien sûr, sur toute personne qui l'exerce. J'ai trouvé intéressant la première partie où il donnait les grands axes. On peut être d'accord ou pas d'accord avec. Absolument d'accord avec vous. Mais j'ai trouvé qu'il y avait, parce qu'il l'annonçait vraiment bien au-delà du plan, on voyait les idées qui le portaient, à la fois des idées un peu de philosophie politique et déclinées après sur ces 3 axes, y compris avec le pacte républicain, une France plus souveraine dans une Europe plus forte. Bon, donc on voyait bien, en tout cas, la structuration intellectuelle du débat. J'ai été étonnée après, à certains moments, du niveau de granularité, le niveau de détail dans lequel il est allé, et dans lequel il est allé non pas à l'occasion des questions, où là on retrouve la maîtrise habituelle, qui est quand même assez hors norme, de pouvoir rentrer dans ce débat. C'est ce qu'on ressentait lors du grand débat. Et voilà, là on retrouve le grand débat. Mais en revanche, ce qui était un peu désarçonnant, c'est qu'il allait à l'intérieur des problématiques, finalement, dans le corps de son explication, et non pas uniquement dans les questions qui lui étaient posées. Bruno Cotresse, on ne gagne pas une réélection sur son bilan. Est-ce qu'Emmanuel Macron a donné du souffle, s'est suffisamment projeté dans l'avenir et donné de l'espoir ou enchanté l'avenir, pour reprendre une formule d'un autre? Ce qui est certain, c'est que la difficulté pour Emmanuel Macron, c'était de montrer qu'il était fidèle à ses grandes lignes, à ses grands fondamentaux. Et c'est vrai qu'on retrouve quand même des fondamentaux du macronisme. Il y a des sujets sur lesquels il n'y a même quasiment pas de surprise, d'une certaine manière, tellement c'est cohérent avec le projet d'il y a 5 ans. Si je prends l'exemple, par exemple, d'obtenir une aide sociale en compensation d'heures de travail, c'est vrai que dès le début, Emmanuel Macron ne cesse de dire qu'il croit dans le travail. Il s'était opposé fortement au revenu minimum de Benoît Hamon en 2016-2017. Donc on retrouve de ce point de vue-là des fonds. Donc il y a une cohérence. Il y a une cohérence qui me semble assez incontestable. Donc c'est vrai qu'on ne gagne pas sur le bilan, qu'il faut donner une perspective. On a une perspective qui est quand même sur un certain nombre de piliers, là, à nouveau, du macronisme. La question de l'éducation. Alors, évidemment, maintenant, il décline l'éducation fort de son expérience. Et il propose un nouveau contrat entre le système éducatif et l'État. Et on y reviendra en détail, notamment sur la méthode. Voilà, mais on retrouve quand même ce fondamental de l'éducation, qui est un élément très important dans lequel les adhérents de La République En Marche et les sympathisants croient beaucoup. Les dimensions, évidemment, de souveraineté européenne et de souveraineté nationale. Depuis le début, Emmanuel Macron essaie d'expliquer qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, que les deux vont ensemble, d'où son oxymore, la souveraineté européenne. Donc on trouve quand même pas mal d'éléments où Emmanuel Macron a essayé de faire mentir ceux qui voudraient dire que le deuxième mandat d'Emmanuel Macron, eh bien, on oublie ce qu'on avait expliqué il y a 5 ans, et puis on veut quelque chose de nouveau. Donc c'est vrai qu'il ne gagne pas on gagne pas l'élection sur le bilan. Il lui reste quand même, alors effectivement, le niveau de généralité parfois est très important, et au contraire, à l'autre extrême, on a un niveau de micro-détails qui rappelle Emmanuel Macron du grand débat, celui qui nous montrait qu'il avait réponse à tout. Jean-Daniel Lévy, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il n'a pas pris suffisamment de risques, ce candidat Macron ? Il n'a pas pris énormément de risques. D'ailleurs, si on devait faire l'exercice de couper le son et de uniquement regarder l'image, on aurait du mal à savoir si on était face à un candidat à l'élection présidentielle ou un président qui ferait une conférence de presse classique. D'une manière générale, il a vraiment cherché à indiquer que Macron 2 ne serait pas très différent de Macron 1 et que ça serait globalement la même lignée, peut-être avec quelques aménagements, notamment concernant la retraite et quelques aspects complémentaires. S'il prend des risques, c'est de manière assez faible. C'est malgré tout concernant certaines prises de position dont on pense qu'elles vont être amenées à faire réagir. Ça peut être sur la retraite à 65 ans, ça peut être également sur la question du RSA, dont on a vu jusqu'à présent qu'elle n'était pas complètement dans le débat public et qui a été portée aujourd'hui par Emmanuel Macron
Probablement parce qu'il le pense, mais probablement également avec une vocation tactique. On sait qu'aujourd'hui, le risque principal pour lui se situe plus à droite qu'à gauche sur l'échiquier politique, et qu'en cherchant à être le premier, que ce soit sur la question des retraites, par exemple, ou sur la question de l'absence d'assistanat à l'égard de ceux qui vivraient au crochet de la cité française, ce sont deux points qui, on sait, sont assez audibles de la part des électeurs de droite, et le fait qu'il soit le premier à prendre position là-dessus les empêche en quelque sorte de l'attaquer, ou en tout cas de prendre le leadership d'un point de vue d'opinion sur ces points-là. On va y revenir dans un court instant, parce que c'est le premier extrait qu'on diffusera. Laetitia, on dit les uns et les autres qu'il y a quand même le côté Macron 2017 comparé à Macron 2017. Il n'a pas été aidé par des journalistes, parce que tous les journalistes étaient sur toutes les questions, j'ai eu le sentiment, démarraient comme ça. En 2017, vous avez dit ça, et puis finalement, est-ce que vous êtes le même homme, quoi ? Oui, à croire que finalement les journalistes, et c'est fréquent, préparent leurs questions en amont. C'est-à-dire que ce qui était frappant, c'est qu'il n'y a eu quasiment aucune question sur le programme déroulé. Sur ce qui venait d'être présenté, Ce qui venait d'être présenté. Il déroule un programme pendant 1h30. Alors, il multiplie les détails. Ça, c'est la technique de l'étouffement des journalistes. C'est-à-dire qu'il il déverse un programme avec moult détails. On n'a pas le temps de le digérer. Donc, finalement, on pose la question qu'on avait préparée en amont. Et c'est vrai que tout tournait autour de qui êtes-vous aujourd'hui et qu'est-ce qui change par rapport à 2017. Et lui a trouvé la réponse, puisqu'il dit mais il n'y a pas de changement. C'est un changement de méthode dans la continuité. Et donc, s'il se représente devant les Français, c'est bien pour continuer ce qu'il a planté, le mandat qu'il a déjà fait et donc qui a été empêché par beaucoup de crises. Françoise, vous voulez moi, je ne suis pas... D'abord, la conférence de presse d'Emmanuel Macron ressemble à celle de Nicolas Sarkozy en 2012, quand il présente son bilan, c'est la même. La maestria d'Emmanuel Macron, c'est la même que celle de Nicolas Sarkozy. C'est le job... cette espèce de, de mythification d'un Macron qui serait capable d'avoir réponse à tout, c'est un peu fatigant parce que ça masque en réalité le flou. Moi, ce qui m'a frappé quand même aujourd'hui, c'est que mon sentiment, mais en règle générale, tous les candidats sont comme ça, y compris la gauche. Alors là, vraiment, Alexia, ça devrait vous convenir. On claque les milliards comme ça. J'écoutais les investissements, on va investir. En gros, on met plus d'argent dans les hôpitaux, on met plus d'argent dans l'éducation, on met plus d'argent partout. Mais en réalité, et je suis d'accord avec Jean-Daniel Lévy, je suis absolument d'accord avec lui, la réalité, c'est à droite toute. J'en vois absolument tous les signes pour continuer à dépecer Valérie Pécresse. Je termine, Thomas, à tel point qu'il y a eu un moment terrible dans cette conférence de presse où un journaliste lui dit mais vous pourriez prendre Valérie Pécresse comme Premier ministre, et il répond pourquoi pas. Ça, c'est le summum de l'étouffoir. Et ce qui va dans votre sens, c'est effectivement ce passage où il détaille son programme pour ce qui concerne la réforme du RSA. On écoute Emmanuel Macron. Il y aura dans cette réforme l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle, soit de formation en insertion, soit d'emploi, et d'être mieux accompagné, de dire il n'y a pas simplement une prestation, mais aussi un accompagnement. Et au fond, ce que je souhaite faire avec cette réforme du RSA, c'est exactement ce que nous sommes en train de déployer depuis quelques semaines avec le contrat d'engagement jeune pour les 18-25 ans. Réforme du revenu de solidarité active, vous dites c'est Wauquiez. C'est du Wauquiez. C'est du Wauquiez, c'est de la droite la plus dure, c'est véritablement... comment dirais-je, vous savez, il y a quelque chose qui arrive, je vais vite, pardonnez-moi, dans la Macronie, il y a maintenant cette idée, qui est très démagogue et populiste, que chaque droit doit s'accompagner d'un devoir. Vous savez, on va faire un peu d'histoire. L'abolition des privilèges, c'est l'aristocratie qui exige qu'on amende les droits des citoyens, qu'on les accole aux devoirs. Et c'est la constituante qui s'oppose en disant un droit, c'est un droit, c'est d'abord un droit, ça ne veut pas dire que les gens sont des irresponsables, mais un droit est inaliénable, il ne peut pas être accolé. Là, on manie ce genre de concept tranquillement, ça veut dire que les gens qui sont RSA sont des grosses feignasses. Sur les professeurs, ça veut dire que ces professeurs, vous avez vu, ils vont être payés en gros au mérite, travailler plus pour gagner plus. Les profs sont des feignasses et on va, augmenter les meilleurs. Il y a tout ça dans ce discours. Mais c'est fait avec tellement de gentillesse, avec un joli costume et un si joli sourire que tout le monde se fait prendre, pas tout le monde, 30% des Français pour le moment.
Et peut-être que la société change. Moi, je vais peut-être vous amener un élément, peut-être un argument qui s'oppose. Alors peut-être que Laurent Wauquiez l'a défendu. Dans la majorité d'Emmanuel Macron, il y a une personne qui défend que les droits vont avec des devoirs, c'est Olivier Becht. On ne peut pas dire qu'il soit vraiment Wauquiez. Olivier Becht, il est président du groupe qui est Agir à l'Assemblée nationale. C'est un centre droit. Et il l'a défendu. Il a fait une conférence de presse pour expliquer ce principe. Voilà. C'est ce que j'ai. Non, mais c'est peut-être aussi une société. Peut-être aussi que notre société a évolué depuis 2 siècles. On en reparlera le soir du 10 avril sur l'évolution de la société. Sur ce thème, Alexandre Germain. Non, mais c'est vrai qu'il y a... Les plateaux de télé ont évolué, mais il y a aussi un jeu, évidemment, politique qui est d'essayer d'aller couper l'herbe sous le pied parce qu'on est dans une cartographie politique qui est tellement mouvante à 25 jours que, évidemment, là, c'était l'occasion pour Emmanuel Macron d'essayer de poser des banderilles sur une situation qui est en train de beaucoup évoluer. Mais moi, vous voyez, d'habitude, comme vous le savez, ce sont surtout les sujets économiques que je suis. Mais c'est pas ça qui m'a intéressée aujourd'hui dans cette conférence de presse, en fait. J'ai été beaucoup plus attirée par le discours du candidat sur la partie agricole, sur l'agriculture, vraiment, et puis également sur les déserts médicaux, pour des raisons différentes. Alors, sur les déserts médicaux, dites-nous, et puis ensuite on verra l'extrait agricole. D'accord. Alors, pour les déserts médicaux, pourquoi ? Parce que j'ai trouvé qu'à la fois, évidemment ça, après la passe Covid, tout ce qui touchait à l'hôpital, évidemment, on l'a tous ressenti et on sait que c'est un des points sur lequel il y aurait besoin d'une suite à ce premier Ségur qui n'a pas réglé le sujet. Donc le président parlait de la question du sens pour les professionnels. Mais au-delà de ça, ce qui parle à tout le monde vraiment, ce sont les déserts médicaux. Parce qu'il y en a à Paris, il y en a dans les territoires, bien sûr. Mais moi, j'ai entendu, quand on faisait la journée des libertés locales mardi, c'était diffusé en direct sur notre antenne. D'ailleurs, Emmanuel Macron n'y était pas, tout comme Éric Zemmour. Beaucoup de candidats sont sur cette ligne-là d'obliger, on va dire, les élèves, les internes en 4e ou 5e année de faire d'aller dans un désert médical. Enfin, il y en a au moins 4 ou 5 sur cette ligne-là. Pourquoi je vous parle des déserts médicaux ? Je ne vous parle pas du désert médical sur le point de vue technique. Je vous parle par rapport à l'empathie que ça donne. Et puisque, réussi ou pas, mais en tout cas, on est sur une thématique qui n'est pas forcément, vous êtes d'accord, qui n'est d'habitude pas explorée par le président. Et je trouve que là, il allait sur cette partie-là, non pas sur l'hôpital qui est structurel et institutionnel, mais plus sur ce qui parle au quotidien aux Français. Marqueur de droite avec le RSA, empathie, marqueur de gauche avec le désert médical. Pour le coup, agriculture. Alors, on y vient après. Je vous redonne la parole. Parce que sur cette question, on touche à vraiment un point qui est assez fondamental parce qu'Emmanuel Macron essaye de capter quelque chose qui est dans les logiques de l'opinion aujourd'hui. Au fond, il y a 2 thèses qui s'opposent. Il y a une première thèse qui consiste à dire les raisons pour lesquelles les individus ne peuvent pas toucher les fruits de leur travail, c'est les grandes injustices et les grandes inégalités. Il y a des obstacles insurmontables. Et donc, pour compenser ces obstacles, il faut des aides sociales. C'est la philosophie politique de la gauche. Et là, Emmanuel Macron, il nous propose une autre facette qui est qu'au fond, les aides sociales, certes, c'est intéressant, mais encore faut-il les mériter. Et donc, on a la question du mérite. Et cette question du mérite est obsédante en France. On voit que beaucoup de candidats à cette élection présidentielle tournent autour de cette question. Éric Zemmour ne parle pas d'autre chose aussi, d'une certaine manière, que de cette... Enfin, la droite, l'échiquier à droite. La droite et l'extrême droite. C'est un marqueur Nicolas Sarkozy. Bien sûr. Et au-delà, on voit qu'il y a... dans tous les pays européens, des forces politiques de droite qui tournent autour, parfois même dans certains pays d'Europe du Nord, en Suède par exemple. Donc cette question, les aides sociales, ok, mais ça se mérite. Et la question de qu'est-ce que tel individu qui accède à tel bénéfice, à telle aide sociale, qu'a-t-il fait pour le mériter ? Est-ce qu'il s'est retroussé les manches ? Est-ce qu'il en a vraiment besoin ? C'est une question qui aujourd'hui devient de plus en plus importante. Vous êtes, vous, le spécialiste de l'opinion publique, et vous voyez bien quand Emmanuel Macron a mis en place la réforme du chômage, eux-mêmes s'attendaient, l'exécutif s'est dit ça va faire des remous pas possibles, il va y avoir des manifestations, regardez l'opinion publique. Rien. Encéphalogramme
plat. Donc ça veut bien dire que l'opinion publique est prête. Je ne sais pas si c'est bien. Non, mais je constate, si vous voyez bien qu'en fait, finalement, ce qu'il propose Emmanuel Macron, c'est ça la philosophie. Plutôt que de ne rien faire et de toucher le RSA, rester inséré dans la société en vous rendant utile et ne pas décrocher. Voilà, c'est aussi ça. Il n'y a pas que du négatif. Ça permet aussi de rester dans un fonctionnement social. Dans les enquêtes du CEVIPOF, on demande si les chômeurs se retroussaient les manches, pourraient-ils vraiment retrouver du travail ? Grande majorité des Français disent oui s'ils faisaient des ça. Allez, un mot là-dessus. Un mot là-dessus pour dire que le manque de réaction n'a rien à voir avec le sujet. Il y a une aboulie générale dans ce pays qui est parce que en plus de ça, vous savez ce que disait Bergeron, il faut donner du grain. C'est pas Bergeron, c'est Blondel. Il faut donner du grain à moudre aux syndicats. Les syndicats sont écrasés d'abord par le quinquennat de Hollande que moi j'ai défendu. J'y participais en plus et j'étais tout à fait contre ça. Et par ce quinquennat-là, par Emmanuel Macron avec sa gestion verticale, les corps intermédiaires, il s'en fout. Donc je ne pense pas que l'idée de voir se révolter les gens est un marqueur pour dire qu'ils acceptent ou pas. Je pense qu'il y a une aboulie. J'emploie vraiment ce terme. Regardez dans les enquêtes, Françoise, si la majorité des Français... oui, mais enfin, s'ils approuvent... Pardonnez-moi, je voudrais terminer. Je ne crois pas qu'une majorité de Français pense que les chômeurs sont des feignasses. C'est pas ce que Bruno Cotresse a dit. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Non. Je pense que... Si, vous dites que les Français considèrent qu'il y a un mérite. Moi, je ne crois pas. Je pense que ça, c'est dans notre... C'est un aspect de la situation, mais je ressens quand même que les Français ressentent aussi. On a beaucoup de thèmes à aborder. Oui, pardon. Pardon de vous interrompre. Et c'est bien André Bergeron, tant qu'il y aura du grain. Voilà, c'est ça. J'ai vérifié rapido, parce que je pensais que vous aviez raison et c'était bien Bergeron. Non, il n'y a aucun souci, je suis là pour ça aussi. Alors, la souveraineté alimentaire et les propositions d'Emmanuel Macron sur ce qui concerne l'agriculture. On l'écoute tout de suite. Je veux ici rendre hommage à tous nos agriculteurs. Ils ont nourri le peuple français pendant la crise. Et durant cette pandémie, nos agriculteurs, l'ensemble aussi des salariés du monde de l'agroalimentaire ont été absolument exemplaires et n'ont cessé de travailler pour nourrir les Françaises et les Français, plus largement nourrir les Européens. Nous avons, à cet égard, œuvré pour continuer à transformer notre agriculture, continuer à produire, aller vers plus de qualité encore, plus de circuits courts, plus de bio, et donc tout ce qui a été au cœur des lois Egalim 1, Egalim 2, des stratégies portées par le ministère sera poursuivi. Il faut de la constance et une approche par filière comme nous l'avons eu durant les années qui viennent. Voilà, Emmanuel Macron, quand même un petit chat dans la gorge. C'est revenu plusieurs fois pendant ses 90 minutes de présentation. Ça doit être ça. Pourquoi ce choix ? Alors, écoutez, pour une raison totalement personnelle d'abord, parce que j'ai repassé un bac pro agricole il y a 3 ans et que je démarre ma première année d'exploitation toute petite. Et donc, ce que je veux vous dire tout simplement, c'est que pour monter une EARL, je vois exactement, ça me parle, tout ce qui est là derrière, parce que c'est le prix des engrais. Enfin, donc voilà la raison pour laquelle ça m'a intéressée. Et je trouve que pour... Vous voulez dire que c'est nourri de l'expérience des agriculteurs ? Là, on voit la patte de Julien de Normandie. De toute façon, très clairement, qui est un excellent ministre de l'Agriculture. Et on voit des gens qui, traditionnellement, étaient plutôt sur un prisme LR classique, agriculteur, qui trouvent que le ministre, il connaît de quoi il parle. Voilà. Et donc ça fait quand même une très grande différence. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que si on prend du recul par rapport à la philosophie politique, c'est que finalement, là, on est vraiment sur une politique de la réalité par rapport à cette crise ukrainienne, bien sûr. Mais ce qui est très important, c'est qu'en fait, vous avez eu, au niveau européen, quand il l'a mentionné, Farm to Fork, on est véritablement de la ferme à la fourchette, pardon. On est véritablement sur un projet qui était un peu idéologique quand même, puisque on devait aller vers moins d'engrais, moins de pesticides, plus de jachère et plus de bio. Sauf qu'avec ça, en réalité, on a moins de volume et donc on produit moins. Et aujourd'hui, où en plus vous avez la crise de l'Ukraine, ce sont des problématiques extrêmement opérationnelles la campagne agricole démarre là, c'est qu'est-ce qu'on plante dans les champs. Et donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de voir qu'en fait le candidat s'engageait sur une évolution en fait, par rapport à ce que propose aujourd'hui l'Union européenne. C'est pas gagné, parce que ce qu'il propose là, ce n'est pas ce que propose l'Europe.
Donc, il dit, il faut, et il a raison de ce point de vue-là, je pense, conserver évidemment la souveraineté alimentaire. Mais la souveraineté alimentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez déjà cher, ben non, il faut en fait recultiver derrière. Donc, on voit bien le croisement entre la micro et la macro-politique, et je trouve ça extrêmement intéressant. Tiens, sur l'Europe, peut-être votre regard, Jean-Daniel Lévy, on peut considérer que l'image de l'Union depuis 3 semaines a changé dans l'opinion en France. Est-ce que vous pensez qu'elle peut... je vous vois hocher la tête, donc est-ce que vous pensez que ça peut être durable ou peut-être que c'est surévalué d'ailleurs? Tiens. Elle a un peu progressé. Elle n'a pas considérablement évolué au cours de ces dernières semaines. Ça met parfois du temps, en fait. On est face quand même à une institution qui a une vie assez ancienne et donc on sait que les images sont souvent assez lourdes. Je pense qu'il faut rappeler que la 3e motivation de vote à l'égard d'Emmanuel Macron au cours de la dernière élection présidentielle, c'était la question européenne. Qu'il avait fait distribuer des drapeaux dans ses meetings. Qu'il en avait tiré un bénéfice d'ailleurs au moment du débat et des élections européennes de 2019 où sa liste était arrivée en 2e position juste derrière celle du Rassemblement national et que d'une manière ou d'une autre, le fait qu'Emmanuel Macron soit amené à parler d'Europe, le fait qu'il donne le sentiment qu'il est impliqué dans l'Europe et qu'il cherche à faire en sorte que l'Europe puisse avoir un poids plus important, n'apparaît pas comme étant une forme d'incongruité, en tout cas auprès du cœur de son électorat, qui est l'électorat aujourd'hui le plus pro-européen et qui est quasiment le seul électorat qui est aussi uni derrière la question européenne. Est-ce qu'il arrive aujourd'hui à bénéficier en fait d'une forme d'image qui serait profondément améliorée de l'Europe? C'est pas tout à fait ce qu'on observe, ce n'est pas tout à fait non plus cette dimension qui est donnée. On a plutôt en fait le sentiment que l'Europe est capable de pouvoir réagir en cas de crise, mais pas toujours être à l'initiative telle qu'elle peut être attendue d'une manière générale de la part des citoyens français notamment. On ouvre un chapitre sur la forme. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il choisi ce format? En fait, ils ont hésité entre une adresse aux Français, à des citoyens, même un courrier simplement envoyé, et puis ils se sont dit, tiens, une conférence de presse. Pourquoi? Il y en a plusieurs. Déjà, d'une, vous l'avez vu, c'est encore en cours. Ça assure une multidiffusion sur toutes les chaînes d'infos. Alors, un temps d'antenne, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 3, 4... 15 heures, il a commencé. Il a démarré à 15h, 15h07, 15h08. Voilà, vous imaginez, ils vont avoir presque 4 heures sur 3-4 chaînes. Oui, il va falloir offrir du temps de parole aux autres candidats, ça c'est sûr. On va avoir beaucoup de meetings dans les prochains jours sur les chaînes d'infos, je vous le dis. En tout cas, pour lui, on est à 3 semaines du premier tour, c'est toujours bon à prendre, sans trop d'efforts. Ensuite, ça permet de démontrer qu'il accepte le débat, parce que selon ses termes, ça c'est sa définition du débat, c'est soit devant les Français, soit devant les journalistes. Devant les Français, il nous l'a montré à Poissy, il y retourne demain à Pau, et là, il montre qu'il n'a pas peur des journalistes, du questionnement, et puis des raisons concrètes. Il reste 3 semaines, donc 3 week-ends pour tracter. Demain, il y aura un programme qui va être commencé à distribuer de 8 pages. Dès la semaine prochaine, 24 pages, ça va être envoyé dans toutes les boîtes aux lettres des Français. Et je vais être un tout petit peu mauvais esprit pour finir. Je pense aussi que c'est une façon c'est un carpet bombing, c'est-à-dire que, en fait, c'est un rouleau compresseur avec moult détails qui ne permet pas aux journalistes de respirer. Et donc, ça lui permet de dérouler son programme un peu sans risque, et il évite toutes les questions pièges parce qu'il y a très peu qui peuvent réagir dans l'immédiateté. Ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Françoise Dougat, dans votre livre, vous dites qu'il s'est beaucoup trompé, Emmanuel Macron, dans sa façon de s'adresser aux Français. Bien sûr, oui. Je pense qu'il a eu la plus grande correction, et Jean-Daniel sera, je suis certaine, et Bruno d'accord avec moi, la plus grande correction qu'il pourrait opérer, c'est son attitude. Vous savez, dans le monde anglo-saxon que j'aime beaucoup, et en Israël, on dit toujours « life is attitude ». Voilà, la vie c'est l'attitude, gouverner c'est l'attitude. Emmanuel Macron a théorisé, et je l'explique très bien dans mon bouquin, enfin c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les gens, les déçus, les amoureux déçus du macronisme qui a théorisé la caresse et la gifle. Tu gifles, tu caresses, tu gifles. En fait, on a passé un quinquennat, en gros. C'était l'un de ses conseillers qui lui avait dit ça au début du mais ça, c'est toute la stratégie Strauss-Kahn, Fuchs et compagnie. On connaît ça par cœur. Tout ça pour dire que on a passé un quinquennat, en gros, à se faire engueuler, en gros, et puis de temps en temps à se faire caresser dans le sens du poil. Donc, finalement, la seule attitude, moi, que j'attendrais d'Emmanuel Macron, c'est pas son blabla avec ses colifichets. Vous parliez d'agriculture, j'ai travaillé au ministère de l'Agriculture à Lim 2 et à Lim
Egalim 3, Egalim 2, c'est un échec. C'est-à-dire que les prix il n'a pas réussi à faire plier les centrales d'achat pour créer de la valeur et enrichir les paysans et les agro. Donc tout ça est un joli village Potemkin. Moi, ce que j'aurais attendu, parce que les journalistes, je suis pas tout à fait d'accord encore avec vous, Laetitia, je pense qu'ils maîtrisent parfaitement les dossiers d'Emmanuel Macron. Là, il y a une très belle image, un beau village Potemkin qu'on ne bouscule pas. Mais la réalité, c'est est-ce que lui a changé? Est-ce qu'on va avoir le même Emmanuel Macron qui, dès 22h30, le soir de son élection, marche dans la cour du Louvre, exerce un pouvoir autoritaire et vertical, et comment dirais-je, et n'a pas ouvert la case compassion. Moi, je veux bien qu'on m'explique tout ce qu'on veut, il est très gentil, etc. La réalité, c'est qu'il y a quelque chose entre lui et ce pays qui ne s'est toujours pas créé. Moi, je suis pas d'accord avec vous, Françoise, parce que c'est pas le pays en entier. Je pense que l'angle mort d'Emmanuel Macron, et d'ailleurs, c'est assez symptomatique parce que dans chaque débat, on parle toujours des agriculteurs. Oui, c'est le premier secteur de l'économie française, mais c'est 1% de la population. L'angle mort d'Emmanuel Macron, ce sont les classes populaires, les classes moyennes, tous ceux qui vivent dans les zones blanches, les banlieues, et ça, il n'aura jamais adressé la parole. Non, mais on n'est pas en désaccord. On n'est pas en désaccord. Vous dites la France entière. Il me semble pas. Je pense qu'il s'adresse aux entreprises, il s'adresse. Pardonnez-moi, je pense qu'il est formidablement aimé par la France qui va bien, par ce qu'on appelle le bloc élitaire, dont d'ailleurs. Mais il y a une majorité silencieuse qui va bien aussi, qui est plutôt moyenne. Non, mais là, ce que je veux dire, c'est que le bloc élitaire, c'est nous. Enfin, je veux dire, c'est la France qui va super bien, c'est l'élite mondialisée chic. C'est même un anachronisme de ne pas être macroniste quand on est dans notre situation. Moi, je pense qu'il parle à cette France-là. Les agriculteurs, 1% peut-être, mais en termes d'influence, c'est énorme. Mais Bruno Cotteret, hier, on avait un débat à la suite des annonces du plan de résilience économique et sociale par le Premier ministre. Et les économistes qui étaient présents disaient les chiffres ne mentent pas, l'INSEE, il y a quand même une progression du pouvoir d'achat pour une majorité des Français, même si, effectivement, il y a 6 millions de pauvres, il ne faut pas les oublier. Donc peut-être... Oui. Ouais, pardon, Thomas. Peut-être que finalement, cette réalité-là économique, elle se retrouve aussi dans la perception par les Français du candidat Macron. D'ailleurs, il a insisté cet après-midi sur ce point en disant on va continuer les baisses d'impôts. Oui. J'en ai même fait plus que ce que j'avais promis. Crise des Gilets jaunes, tout ça. Donc, on va continuer les baisses d'impôts. Donc, effectivement, il veut toujours montrer qu'il a redonné du pouvoir d'achat, suppression de la taxe d'habitation, bientôt de la redevance télévisée. Donc, effectivement, c'est un élément très important pour Emmanuel Macron. Alors, ceci dit, c'est vrai que tous les économistes montrent que le pouvoir d'achat a augmenté, mais curieusement, ça ne se répercute pas de la même manière sur tous les Français. Bien sûr. Il y a la perception de la période, de l'inflation, évidemment. Personne ne va la nier. Du point de vue de la perception subjective, malgré les améliorations, l'économie va pas mal, le taux de chômage est bas, etc. Mais il y a toujours deux camps qui s'opposent dans la vision d'Emmanuel Macron. Le camp, effectivement, de la France qui va bien, qui aime beaucoup Emmanuel Macron et qui aime ce personnage tel qu'il s'est présenté encore aujourd'hui. Finalement, quelqu'un qui projette l'idée d'une France qui peut un jour être réformée. Et Emmanuel Macron est au service d'une sorte de mission impossible, qui est l'impossibilité de réformer un pays qui ne veut pas être réformé. Et Emmanuel Macron, ses soutiens adorent cette image de cet homme jeune, talentueux, courageux, qui essaye de réformer le pays impossible. Malgré les Gaulois réfractaires. Voilà. Et à l'opposé, il y a toujours une partie de la France qui regarde Emmanuel Macron avec un énorme point d'interrogation. Il ne nous ressemble pas. Il ne nous comprend pas. Il ne peut pas nous comprendre parce qu'il ne nous ressemble pas. Surtout, il ne nous comprend pas. Il ne nous comprend pas. Il ne nous comprend pas. Je vais donner la parole à Jean-Daniel Lévy tout de suite. Aujourd'hui, il reste très haut dans les sondages. Emmanuel Macron, mais bon, il reste plus de 3 semaines de campagne. Qu'est-ce qui pourrait le faire décrocher? On était sur la thématique du pouvoir d'achat. Et puis finalement, alors pardon Françoise, mais je vous pique un peu une idée que vous évoquiez avant que le débat démarre, si finalement il est au second tour, il arrive en tête avec, je sais pas, 23, 24, on pourra presque se dire que c'est décevant par rapport aux 30 auxquels il est aujourd'hui. Vous voyez ce qu'on veut dire? Oui, je vois qu'on compare souvent en fait les performances au regard des sondages. Et je pense qu'il faut quand même en général comparer les résultats électoraux par rapport aux résultats électoraux antérieurs. Donc rappeler effectivement qu'il avait réuni 24% des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, ce qui peut aujourd'hui faire que les 30% actuellement qui lui sont promis dans le cadre des intentions de vote soient amenés à réduire. Ce sont deux aspects. Soit un aspect un peu de démobilisation de son électorat.
l'électorat. On sait et on regarde, et c'est assez singulier, notamment lorsqu'on compare par exemple à l'électorat de Nicolas Sarkozy, que les électeurs qui votent pour Emmanuel Macron ne sont pas des fans d'Emmanuel Macron. Ils ont un côté rationnel, posé, froid parfois, et pas forcément cette dimension d'enthousiasme ou de passion qui traverse, en tout cas par le passé, les candidats à l'élection présidentielle et les motivations de vote de leurs électeurs. Le deuxième aspect, on sait que Emmanuel Macron peut aussi être son plus parfait ennemi. Et on a fait référence tout à l'heure à un certain nombre de petites phrases qu'il a pu sortir. En janvier dernier, il a notamment parlé du fait d'emmerder les Français qui n'étaient pas vaccinés, et que dans ce contexte-là, ça a créé des entailles, en tout cas d'un point de vue d'opinion. Pas toujours d'un point de vue d'intention de vote, mais d'un point de vue d'opinion. Il reste 3 semaines et on sait que ce type de phrase, ce type de position, ce type de perception qui peut être perçue comme étant soit le président des riches, soit éventuellement un président arrogant, peut entailler assez fortement les motivations de vote d'une partie de ses électeurs. Oui, d'ailleurs, juste ce qui était surprenant aussi, c'est que, alors j'ai pas vu le reste des questions, mais pas une question sur les gilets jaunes, qui est le gros boulet au pied d'Emmanuel Macron, et qui, le feu est encore là. Bien sûr, les cendres sont encore fumantes. Il y a des gilets jaunes sur les ronds-points. Il y a commencé en Bretagne, on commence à des blocages, les routiers qui veulent faire des opérations escargots. Donc tout cela, on le voit, en plus on le constate au quotidien, et aucune question, aucune... Allez, il nous reste un peu moins de 5 minutes dans ce débat. Bruno Cotresse, on va regarder ensemble l'extrait que nous avons choisi ensemble. On va parler des institutions. Vous vouliez un extrait sur ce thème-là, ce moment où le candidat Macron parle de territorialiser les politiques publiques. Territorialiser davantage notre action publique et permettre aussi de remettre de la matière grise de l'État sur les territoires, avec la poursuite de ce que j'ai amorcé depuis la crise des Gilets jaunes et le grand débat. C'est une déconcentration de nos services, avec d'ailleurs des réformes qui continuent à être prises aujourd'hui, mais nous déconcentrons des services pour qu'ils quittent Paris et la région parisienne et qu'ils aillent dans des villes, que ce soit des métropoles, des villes moyennes ou des petites villes de province. Et nous nous engageons d'ailleurs à réouvrir, ce faisant, des sous-préfectures. Emmanuel. C'est quoi l'enjeu pour Emmanuel Macron? Pourquoi vous vouliez qu'on parle des institutions? Parce qu'au fond, c'est d'abord l'angle mort du premier mandat d'Emmanuel Macron, s'il devait y en avoir un deuxième, parce qu'Emmanuel Macron avait promis un peu monts et merveilles. Il y a 5 ans, des réformes institutionnelles ambitieuses. On devait réduire le nombre de sénateurs, de députés. On devait s'attacher très fortement à la question de la restauration de la confiance dans l'action publique, dans la politique. La proportionnelle. Et puis finalement, au bout du mandat, on voit que c'est l'un des aspects sur lesquels le mandat d'Emmanuel Macron a le moins tenu ses promesses. Quasiment pas de promesses ont été tenues de ce point de vue-là. Et en même temps, on voit bien qu'Emmanuel Macron, sur ce sujet, c'est un sujet de prédilection pour lui. Il est sorti lui-même de la machine de l'État. Il a été produit par la machine de la haute fonction publique. C'est un sujet sur lequel il a eu l'occasion de beaucoup s'exprimer à un moment donné, pendant toute la campagne. Lorsque la République En Marche a été créée, les fondateurs de la République En Marche disaient, quand on a frappé aux portes des Français, on leur a demandé qu'est-ce qui ne va pas en France. La première chose qu'ils nous ont dit, c'est la politique et le système politique. Et puis Emmanuel Macron est assez décevant là-dessus. Donc on a eu aussi pendant le mandat d'Emmanuel Macron un tournant intéressant qui est au moment où on va changer de Premier ministre et où Édouard Philippe va céder son poste à Jean Castex, qui est nommé pour faire du territoire. Oui. Et ce n'est pas seulement pour la crise Covid, c'est aussi pour répondre à l'ensemble des crises Gilets jaunes aussi, où on a vu la même dimension de l'action publique territoriale compliquée, beaucoup d'élus locaux qui en auraient dû davantage nous faire confiance pendant la crise Covid, la crise des Gilets jaunes sur les ronds-points. Et donc, il y a un sujet qui est effectivement le niveau de décision en France. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron ne peut pas être absent de cette dimension. L'extrait qu'on a choisi est très intéressant parce qu'on a plusieurs références, directes, indirectes, à des problèmes importants pour Emmanuel Macron. Il fait référence aux Gilets jaunes. Il dit depuis qu'il y a eu la crise des Gilets jaunes. Il vient également sur un sujet qui lui tient à cœur depuis plusieurs mois, qui est la réforme de l'État, la réforme de la haute fonction publique. On va déconcentrer, on va remettre du fonctionnaire des administrations centrales et de la fonction publique dans les territoires. Et c'est vrai que pour le haut fonctionnaire qu'il est, ce débat permanent qu'on connaît bien en France, décentralisation, déconcentration, c'est un sujet qu'ils aiment bien généralement, les hauts fonctionnaires. C'est un exposé à Sciences Po ou à l'oral de l'ENA. Donc de ce point de vue-là... Donc ça le rajeunit. Voilà. Alexia Germont, est-ce que Emmanuel Macron peut sortir d'une certaine façon de son jacobinisme? Parce que ça a quand même été un président jacobin jusqu'à présent.
Oui, c'est très compliqué. Et quand on est en période de crise, on voit bien que d'arriver à insuffler, parce que la déconcentration, évidemment, c'est la représentation de l'État dans les territoires. C'est pas laisser libre cours par rapport à la décentralisation où on a plus de liberté de manœuvre. Donc déjà de se positionner de ce point de vue-là, c'est un marqueur fort par rapport à d'autres candidats. Après, en période de crise, telle qu'on les a vécues, il est plus facile de faire de la déconcentration que de la décentralisation. Et donc, on voit, c'est au-delà je suis tout à fait d'accord avec ce que Bruno Cotresse venait de dire, mais de surcroît, c'est plus facile pour lui d'investir ce territoire en période de crise, de dire on a besoin de représentation de l'État dans les territoires. Et regardez, par exemple, je fais juste un rapide pont, quand on voit le plan de relance qui a été mis en œuvre, on voit qu'il y a eu des nominations dans les territoires de préfets dédiés à la relance. Et ça, c'est typiquement le style d'outils dont le gouvernement va avoir besoin pour pouvoir faire finalement que le citoyen puisse sentir au plus près de lui les mesures macroéconomiques qui sont impulsées par Paris. Je crois que c'est ça le sujet pour lui, parce qu'il y a vraiment une grande différence, une grande distance. Ils existent déjà depuis Hollande, les préfets. La fonction publique. Pas tous ensemble. Emmanuel Macron est jacobin comme je suis archevêque. Emmanuel Macron a promis à la Corse, donc il n'est pas jacobin, il n'est pas du tout jacobin. Il a pris le système parce qu'il est comme ça. Son truc, c'est plutôt l'autonomie. Regardez le deal qu'il avait passé, si on en croit le Canard enchaîné, à 3 semaines des élections, dire aux Corses, vous allez avoir l'autonomie, en gros le beurre et l'argent du beurre. C'est tout. Ariane Chemin, qui était notre invité hier, la journaliste du Monde, dit que ce deal la faute du Canard était pas... C'était pas... Oui, enfin, on n'en sait rien. Voilà. Moi, j'aime beaucoup Ariane Chemin, mais enfin, je veux dire par là... Elle connaît bien la Corse. Oui, je l'aime beaucoup et elle connaît très bien la Corse. Mais il y a des gens qui connaissent aussi bien la Corse qu'elle, qui disent, oui, c'est absolument... Et de toute façon, de fait, Gérald Darmanin a confirmé le Canard enchaîné hier. Donc, ça sert à rien de dire que c'était pas vrai. Gérald Darmanin l'a fait. Je vois pas qu'il parle d'autonomie si Emmanuel Macron ne lui donne pas l'autonomie. Donc, ce sont des deals électoraux, donc le jacobinisme d'Emmanuel Macron. La question institutionnelle, pour moi, la grande déception, ça a été Hollande sur la question institutionnelle. Lui aussi devait faire sa réforme. Il ne l'a pas faite. La question est, si Emmanuel Macron se retrouve au second tour avec un candidat d'extrême droite, que ce candidat d'extrême droite fait 44 ou 45%, et que ce candidat d'extrême droite se retrouve avec 5 ou 6 députés. On fait comment? Vous comprenez? La vraie question institutionnelle, c'est la proportionnelle. Je reconnais qu'il en a parlé, il est attaché à la proportionnelle, mais ça, c'est le vrai sujet. Comment on arrive à une représentation générale et globale de ce pays? Quant au sans jacobinisme, j'y crois pas une minute. Non, il est très anglo-saxon en fait, en réalité. Un dernier mot, puisque c'était l'une des rumeurs, on va dire, qui courait depuis quelques jours sur les législatives qui auraient pu être avancées, etc. Il l'a enterré dans cette conférence de presse. Il a fixé les dates des élections. J'ai trop de respect pour les institutions pour jouer avec. Voilà ce que le candidat Macron a déclaré. Candidat président. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat ici en plateau et Jean-Daniel Lévy également en duplex.